Le palais, c'est 107 pièces sur 4 niveaux. Il y a bien entendu des espaces qui sont plus ou moins non accessibles au public. Et dans ces combles, on peut trouver quelque chose d'assez totalement atypique, c'est un stand de tir. Alors il y a une tour dans les jardins du palais, oui, absolument. Je vous défie de la retrouver. Alors, c'est l'un des emblèmes le plus photographié du palais à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. C'est un véritable ours de Sibérie. Il a été pillé au moment où les Allemands l'ont récupéré aux Français et vice-versa. Du coup, il reste assez peu d'objets d'origine. Bonjour et bienvenue dans le second podcast des armées en zone nord-est. On se retrouve aujourd'hui au palais du gouverneur militaire de Metz, lieu emblématique de la ville. En présence du lieutenant-colonel Flambry, chef de cabinet du général gouverneur militaire de Metz, et de M. Bétanier, chargé de communication pour les armées en zone nord-est et enseignant associé à l'Université de Lorraine. Bonjour mon colonel, merci beaucoup de nous accueillir au palais. En 2 mots, qui êtes-vous ? Bonjour, écoutez, je suis le lieutenant-colonel Flambry, je suis le chef de cabinet du général Meyer, qui est l'officier général de zone défense et de sécurité Est. En fait, je suis son super secrétaire en charge de veiller au quotidien à toutes ses activités. Mon colonel, vous êtes accompagné aujourd'hui de M. Bétanier. Monsieur Bétanier, pourriez-vous nous parler brièvement de votre parcours professionnel et de votre lien avec le palais ? Alors, je suis enseignant associé à l'Université de Lorraine et chargé de communication pour les armées en zone nord-est. Je travaille sur les thématiques de la jeunesse et du patrimoine, d'où ma présence avec vous aujourd'hui. Très bien. J'ai une première question qui me vient en tête. Quelle est la vocation actuelle du palais du gouverneur et en quoi incarne-t-il un symbole fort et chargé d'histoire pour la ville de Metz ? Alors, le palais a 3 vocations en fait. C'est un lieu de travail, puisque le général dispose ici d'un bureau pour y travailler. C'est un lieu de résidence, puisque le général dispose d'appartements privés, où il loge avec sa famille. Et c'est un lieu de rayonnement, puisque ce bâtiment a un certain nombre de salons dans lesquels on peut mener différentes activités au profit du général. C'est un bâtiment emblématique du fait du poids de l'histoire, puisqu'il a été construit sous la volonté de Guillaume II au moment de l'annexion, c'est-à-dire à partir de 1902 jusqu'à 1904. Avez-vous des anecdotes sur les personnes qui ont vécu ici, dans ce palais ? Alors, il y a beaucoup d'anecdotes sur les personnes qui ont vécu ici dans le palais. Le premier général-gouverneur français à avoir vécu dans ce palais, c'est le général de Mauduit. On sait qu'il a marié sa nièce à Metz en 1920, je crois, ou en 1919, et très certainement que la réception a dû avoir lieu ici. Un peu plus tard, encore un autre mariage. Alors, il y en a eu beaucoup, il y a eu des mariages plus récents de filles de généraux. Le général Massu aussi a marié sa fille adoptive au palais. Là, on était dans les années 60. Voilà. Après, il y a des anecdotes un peu plus futiles, je dirais. J'ai rencontré, dans le cadre de mes cours à l'université, un jeune homme qui a vécu ici avec son papa qui était général-gouverneur. Et lui, par exemple, il a des anecdotes de petit garçon, parce qu'il avait 9 ans à l'époque. Donc il expliquait que par exemple quand il rentrait de l'école, quand il frappait à la porte, il était accueilli par des hommes en armes, donc ça c'est assez atypique pour un jeune garçon. Il expliquait aussi que par exemple il regardait le feu d'artifice du 14 juillet depuis les balcons du palais, où quand il avait besoin de sortir son chien le soir, il devait faire attention aux chiens de la garde pour éviter des bagarres de chiens. Voilà. Alors, des anecdotes, il y en a plein. On pourra en raconter d'autres tout à l'heure. Avant sa construction, où vivaient les gouverneurs de Metz ? Alors, dès l'origine, à partir de 1552, les premiers gouverneurs ont été hébergés à la résidence de la Haute-Pierre, c'est l'actuel palais de justice à Metz. Ensuite, avec le temps, notamment à partir de la Révolution, les gouverneurs ont migré, si je peux oser le dire, vers l'hôtel de la Princerie, qui se trouve, c'est l'aile gauche qui se trouve au niveau de l'hôtel de ville de Metz. Et les généraux ont aussi vécu sur l'emplacement du palais, dans la citadelle, qui a été construite dans les jardins du palais. Mais on en reparlera aussi un peu plus tard. Pourquoi avoir construit ce bâtiment au cœur du centre-ville de Metz ? Alors, suite à l'annexion de l'Alsace et de la Lorraine, une prise de conscience assez rapide de la volonté française de reprendre les territoires annexés par la force si nécessaire. Guillaume II décide donc de faire de Metz une ville forte et installe une garnison très importante
un corps d'armée, le 16e corps d'armée. Il place un général à sa tête, et pour ce général, il y a nécessité de construire un hôtel de commandement, d'où l'origine de ce bâtiment. Et pour cela, il est décidé de raser la citadelle et de construire ce palais à l'emplacement de l'ancienne citadelle. Est-ce que le palais a donc connu de grands moments ou des bouleversements pendant l'histoire? Concrètement, il s'est passé quoi pendant les périodes d'annexion? Alors, durant la première période de l'annexion, donc le bâtiment construit entre 1904 et 1905, a vécu une période relativement calme, notamment avec comme grands événements le passage de Guillaume II qui venait assister régulièrement aux grandes manœuvres qui étaient organisées sur le plateau de Frascati. Le bâtiment n'a pas souffert à la libération en 1918 puisque les troupes allemandes se sont retirées progressivement conformément au traité de l'armistice. Par contre, ce n'était pas le cas lors de la deuxième annexion, la Seconde Guerre mondiale, où là le bâtiment était utilisé comme commandant-tour, donc les services administratifs militaires de la ville. Et là, le bâtiment a été pillé à l'occasion de la libération par les troupes américaines en novembre 1944, même si le bâtiment n'a pas souffert, Dieu merci, des combats dans la ville. Et à la libération de Metz, il se passe quoi? Alors à la libération de Metz, c'est en novembre 1944. Donc c'est les soldats français du 16e BCP de Beach qui arrivent dans Metz avec les Américains. Ils vont arriver dans le palais. Donc c'est pareil, il ne va pas y avoir de résistance de la part des Allemands qui sont à l'intérieur du palais. Mais 10 soldats vont se réfugier dans la tour d'enfer, qui est enfouie sous les jardins du palais. Et ils vont ressortir 10 jours plus tard, affamés tout simplement, puisqu'il n'y a rien à boire, rien à manger. Donc ils vont remonter à la surface et se rendre aux soldats français et américains. Donc la tour d'enfer, c'est-à-dire il y a une tour dans les jardins du palais? Alors il y a une tour dans les jardins du palais, oui, absolument. Je vous défie de la retrouver, si vous passez devant les jardins, de rechercher cette tour, mais vous ne la verrez pas en fait, parce que comme l'a expliqué un petit peu le colonel tout à l'heure, elle est enfouie à l'origine sous le bastion de la citadelle. Donc aujourd'hui, on y accède par un escalier qui va vous emmener 15 mètres plus bas, et vous allez pouvoir atteindre cette fameuse tour d'enfer. Donc quand on se promène dans les jardins du palais, on peut y voir des traces de l'histoire militaire. Effectivement, donc il y a la présence de cette ancienne tour du Moyen-Âge, construite en 1515 et enfouie dans les jardins du palais. Il y a également aussi la matérialisation des remparts gallo-romains, 2e, 3e siècle, qui passaient exactement à l'emplacement des jardins du palais, séparation entre jardin supérieur et jardin inférieur. Et on peut retrouver aussi quelques traces d'une abbaye qui a été rasée à l'occasion de la préparation du siège de 1515 et dont les vestiges ont été rapatriés sur Metz et qui aujourd'hui ornent les jardins du bas. Donc les jardins cachent-ils aussi des histoires un peu insolites, en plus de tout ce que vous m'avez déjà raconté? Alors il n'y a pas vraiment, il y a beaucoup d'histoires insolites, certainement. Je crois que je vous ai parlé tout à l'heure des serpents, et je vous ai parlé des moutons. Le jardin du palais, c'est vraiment le symbole de la défense de la ville de Metz. Donc il faut savoir que dès le IIIe siècle, Metz est ce qu'on appelle fortifié, c'est-à-dire qu'il y a des murs de pierre qui font le tour de Metz pour les protéger. Donc c'est en tout 76 tours, 7 portes d'entrée, il en reste une seule, c'est la porte des Allemands. Et dans les jardins du palais, il doit rester les vestiges des fortifications de Metz. Donc l'année dernière, on a imaginé que le mur qui fait la jonction entre le jardin du haut et le jardin du bas reposait peut-être sur la fortification du Moyen-Âge. Donc, du coup, on a fait venir une équipe de l'INRA, l'Institut national de la recherche archéologique, pour sonder ce mur et vérifier notre hypothèse qui s'est avérée normalement être fausse. On imagine quand même que cette fortification est dans les jardins, donc il va falloir faire des investigations plus poussées pour retrouver l'emplacement de ce mur. Pour en revenir au palais maintenant, qu'est-ce qu'on y trouve à l'intérieur? Y a-t-il des endroits secrets? Alors, le palais, c'est 107 pièces sur 4 niveaux. Voilà. Des endroits secrets, pas vraiment. Il y a bien entendu des espaces qui sont plus ou moins non accessibles au public. Je pense par exemple aux combles, bien entendu, du palais. Et dans ces combles, on peut trouver quelque chose d'assez totalement atypique, c'est un stand de tir. Voilà, un stand de tir à 10 mètres pour pistolet aux carabines à plomb. Voilà, fut un temps, un gouverneur était adepte de tir de précision. Il avait fait aménager ce petit stand de tir. Après, dans les sous-sols, on va retrouver essentiellement l'aménagement des locaux techniques. Donc il n'y a pas vraiment de locaux secrets, en tout cas de pièces cachées dans le palais. Quand je suis rentrée, j'ai
pu apercevoir un ours empaillé sur ma droite. De quoi s'agit-il exactement ? Alors, c'est l'un des emblèmes le plus photographié du palais à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. C'est un véritable ours de Sibérie qui fait presque 2 mètres de haut, qui était empaillé et qui a été rapatrié au palais en 1923. En quelques mots, son histoire est simple. En 1898, un officier français d'un régiment de la région part en Russie avec l'accord de l'état-major pour un échange auprès d'un régiment russe, régiment d'infanterie russe. Il va revenir 3 mois après cet échange avec l'ours dans ses bagages. C'est un cadeau de nos homologues russes. Et cet ours russe va être exposé dans la salle à manger des officiers de ce régiment, qui était localisé à Toul. Et en 1923, à la dissolution de ce régiment, le chef de corps de l'époque offre l'ours au gouverneur, qui est alors le général Berthelot. Et donc depuis, l'ours trône dans le palais. Et il a une sœur jumelle qui est au pavillon de la diversité, au musée de la Cour d'Or à Metz. Donc exactement le même animal, c'est une femelle, nous c'est un mâle, et il est exactement dans la même posture, sur le même pied. Très bien. Et d'autres objets en particulier dans ce palais qui sont dans l'histoire ou pas du tout ? Alors, la particularité du palais, c'est qu'effectivement, comme le disait le colonel tout à l'heure, il a été pillé au moment où les Allemands l'ont récupéré aux Français et vice-versa. Du coup, il reste assez peu d'objets d'origine. Il en reste cependant, dont les 2 baignoires, donc 2 baignoires en fonte, qu'on a retrouvées sous un tas de charbon dans les caves. Alors, je ne sais pas en quelle année, c'était il y a assez longtemps. Ce qu'on sait, c'est que ces baignoires ont été utilisées pour la dernière fois, à notre connaissance, dans les années 60, par les femmes de ménage qui les utilisaient. Elles habitaient dans les combles du palais et utilisaient ces 2 baignoires. Ça, c'est un témoin qu'on a rencontré qui nous l'a raconté. Donc c'est un milieu militaire, mais est-ce qu'il est ouvert au public ? Y a-t-il des personnes célèbres qui sont déjà venues au palais, comme par exemple le président de la République ou le ministre des Armées, je ne sais pas ? Alors non, ce n'est pas un bâtiment ouvert au public, c'est un bâtiment militaire avec un statut de zone protégée. Donc en fait, c'est un lieu fermé. Donc exceptionnellement, nous l'ouvrons au public pendant les Journées du patrimoine, 3e week-end de septembre. Là, en moyenne, sur 2 jours, nous accueillons 5000 personnes, dont une toute petite partie seulement peut descendre dans la tour d'enfer. Voilà, le reste du temps, le bâtiment est fermé et il est à usage exclusif du gouverneur, qui peut très bien inviter des personnalités, des journalistes, le recteur, le préfet, le maire, à venir au palais pour une réunion, une rencontre ou un déjeuner. Concernant les personnalités importantes, j'ai en tête notamment la venue de M. François Hollande, qui a alors accueilli dans le cadre d'un sommet franco-allemand la chancelière allemande, Mme Angela Merkel. Il y a aussi, alors on peut discuter de l'importance, mais les joueurs du FC Metz qui ont fait la photo officielle cette année dans les jardins du Palais. Moi, je me rappelle aussi avoir fait un petit déjeuner avec les joueuses du Metz Handball, qui étaient en 2018 championnes du monde. Donc pour moi, c'était pas rien. Voilà, il y a aussi eu la reine de Roumanie, mais là, on était du temps du général Berthelot, donc dans les années 20. Écoutez, merci beaucoup, mon colonel et monsieur Bétanier, pour votre temps. Et on se retrouve aux Journées européennes du patrimoine. Ce sera avec grand plaisir. Merci, Adissa. Merci.